En fait, aujourd'hui, les propositions ont été formulées par les acteurs de la filière déjà, les administrations ont également beaucoup travaillé sur les différents scénarios pour la sortie de l'expérimentation. Donc, on est dans une phase d'attente, d'arbitrage je dirais, sur le volet politique. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que le texte, en tout cas la mesure de sortie d'expérimentation, ne figurera pas dans le projet du PLFSS qui devrait être transmis au Parlement en octobre, puisque les arbitrages ne sont pas encore pris, et donc qu'une sortie d'expérimentation se fera uniquement par voie d'amendement. Dès lors qu'on est dans ce scénario-là, il y a deux possibilités, hein. Soit c'est un amendement qui est porté par les députés et qui est voté et adopté en ce sens. Euh, alors, attendez. Soit c'est s'il y a l'utilisation d'un 49.3 dans le cadre du vote du PLFSS, de l'adoption du PLFSS plutôt, ça sera un amendement a priori qui sera poussé par le gouvernement. Donc on est dans ce scénario-là aujourd'hui, avec une génération qui devrait être actée par voie d'amendement uniquement, et ça c'est, je dirais, plutôt une logique au regard des contraintes de calendrier. C'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, hein, c'est simplement une réalité au regard du calendrier législatif. Donc voilà dans la situation dans laquelle on est. Et donc, bah, évidemment, la filière et je pense aussi les associations de patients sont mobilisées pour faire en sorte qu'on ait la génération du cannabis médical qui soit actée dans le cadre du PLFSS. Ce qui nous amène à la dernière partie avec le professeur Autier. Donc, merci d'être avec nous, professeur, aujourd'hui. Peut-être pour commencer, moi je voulais déjà qu'on revienne, avant de rentrer peut-être plutôt sur le volet politique, je voulais qu'on revienne ensemble déjà sur le bilan de l'expérimentation et avoir un peu votre point de vue sur vous en tant que médecin. Bah, quel bilan tirez-vous de cette expérimentation, de ces 2 ans et demi d'expérimentation? Et est-ce qu'il y a des enseignements marquants que vous tirez, des choses auxquelles vous vous attendiez pas sur les traitements, sur la manière dont c'est supporté par les patients, ou un peu tout ce qui vous viendrait en tête à ce sujet? Oui, merci. Merci de m'inviter euh, à nouveau dans ce webinaire. Eh bien, je vais peut-être vous redire des choses que j'avais déjà évoquées lors d'un précédent, mais euh, globalement, c'est quand même une expérimentation qui s'est bien passée. Si on met de côté quelques difficultés liées à la transition entre la deuxième et troisième année pour l'approvisionnement de produits, mais euh, qui est comment dire, qui est propre au caractère expérimental, en fait. Mais au-delà de ça, si on revient à la partie médicale, purement médicale, ça s'est quand même plutôt très bien passé. On avait, quand on était à 2 années d'expérimentation, on avait plus de 1500 patients traités. Ce sont majoritairement, c'est des patients qui ont été traités avec des huiles à prendre par voie orale. 95% des patients à peu près ont eu des huiles et environ 10% des patients ont eu des fleurs. Voilà. Alors, actuellement, il n'y a pas 10% des patients qui ont des fleurs, mais au total, hein, sur le nombre de patients qui ont pu bénéficier de ces traitements, il y a environ 10% en fleurs et 95% qui ont eu des huiles. Et certains ont eu les deux, euh, évidemment, puisque les huiles sont plutôt destinées à être un traitement de fond, avec un effet qui n'est pas immédiat, mais qui dure plus dans le temps. Et les fleurs, c'est la forme inhalée, historique du cannabis médical, et non médical aussi d'ailleurs, mais et avec l'objectif d'avoir un effet rapide, plutôt pour traiter les pics, notamment des accès douloureux, des pics douloureux qui ne seraient pas euh, évités avec le traitement de fond. Euh, Donc il y a un intérêt sur cette forme-là aussi, sur ce bon, côté. il y a enfin, il y a un intérêt d'avoir des médicaments qui ont une action rapide. Après, est-ce que ce soit être la fleur ou d'autres formes, ça peut se discuter. On peut discuter de ça. La forme, la fleur, comment dire, c'est la forme la plus brute, la moins évoluée, la moins élaborée qui puisse exister. C'est pas forcément toujours la plus simple à prendre, hein. Le profil, notre profil de patient,
qui participent et qui sont concernés, donc du coup, par ces indications, ne sont pas forcément des fumeurs, qui plus est pas rarement des fumeurs de cannabis d'ailleurs aussi. C'est pas des gens qui manipulent les outils de vaporisation, voilà. Donc bon, ça, c'est une discussion à avoir. Je pense qu'on a un besoin, nous, médecins, en tant que médecins, on se dit on veut un traitement de fond, ça c'est la base, et puis on veut pouvoir de temps en temps avoir un traitement ponctuel qui viendrait traiter des accès douloureux. Est-ce que ça doit être un fleur, est-ce que ça doit être d'autres systèmes un peu plus élaborés ou plus faciles à utiliser, à calibrer, etc. Probablement, mais on n'en est pas là apparemment encore. Donc voilà. Et alors, ça s'est plutôt bien passé parce que, bon, voilà, on a dit plus de 2500, même plus de 2700 pour nos patients maintenant qui ont pu bénéficier de cette expérimentation. Il en reste environ 1700 en cours de traitement, puisque un certain nombre d'entre eux ont quitté l'expérimentation pour une inefficacité ou un problème de sécurité d'emploi, d'effet indésirable, comme ça pouvait être attendu hein, avec tous les médicaments. Il y a environ un tiers des patients globalement qui quittent l'expérimentation. Ce chiffre fluctue en fonction des indications, hein. Mais voilà, il est plus important évidemment en oncologie et en soins palliatifs, et il est un peu moins important dans les douleurs neuropathiques ou la sclérose en plaques, par exemple. Mais environ un tiers quitte ce traitement, du coup, voilà. Euh, la première des indications, c'est vraiment qui est devant tous les autres, c'est la douleur neuropathique. Alors, c'est pas étonnant non plus parce que quand on regarde les études, quand on regarde ce qui s'est fait dans d'autres pays, effectivement, c'est une des indications les plus souvent retenues et la douleur chronique et plus particulièrement la douleur neuropathique, qui est un type de douleur chronique. Hein, ça veut dire que ça ne concerne pas toutes les douleurs chroniques, mais ce qu'on appelle la douleur neuropathique, qui est typiquement la douleur qu'on retrouve pour les gens qui ont des hernies discales, par exemple, hein, et un nerf sciatique pincé, abîmé, et avec des douleurs qui partent dans la jambe, avec des brûlures, des décharges électriques, des sensations de piqûres, des fourmillements, etc. Pour vous parler de une des plus fréquentes, en tout cas, que les gens C'est celle arrivent que à, j'ai, donc je peux témoigner. voilà, qui est assez, voilà, alors qui peut être, en fonction de l'état du nerf sciatique, ça peut être, ça peut se soulager avec différentes stratégies, mais parfois, effectivement, cette douleur se chronicise et c'est une douleur qui est difficile à traiter, mal soulagée, généralement dans un tiers des cas par des traitements type antidépresseurs, antiépileptiques, parfois tramadol, parfois opioïdes dits forts comme l'oxycodone. Voilà. Mais comme on est sur du chronique, c'est-à-dire qu'il faut traiter de façon chronique les patients, et donc le cannabis médical est venu on va dire, s'immiscer entre le tramadol et l'oxycodone en termes donc en troisième ligne de traitement, pas dernière en l'occurrence, là, mais troisième ligne avant les opioïdes forts, et notamment l'oxycodone. Euh, Peut-être pas uniquement pour son efficacité, mais aussi parce qu'il y a moins de risques avec le cannabis médical qu'avec l'oxycodone, hein, tout simplement en termes de risque de dépendance derrière, voire de risque de surdose, et notamment aussi pour les questions de sevrage. Donc voilà où on en est. La douleur neuropathique, c'est encore sur les 1600, 1700 patients en cours de traitement, c'est encore 900 patients. Donc vous voyez, c'est plus Ouais. la moitié des patients, la douleur neuropathique. Après, il y a la sclérose en plaques, et en numéro 2, puis après, il y a les épilepsies en numéro 3. Ça s'est bien passé. Là. Il y a quand même 2000 professionnels de santé qui ont été formés, pas rien quand même, sur une expérimentation de 2000 médecins hospitaliers, médecins généralistes, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens d'officine. La majorité de ces gens, de ces professionnels de santé sont des pharmaciens d'officine d'ailleurs, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que la médecine libérale et la pharmacie libérale, les soins primaires, comme on dit, sont disposés à s'impliquer dans l'accès à ce médicament, notamment les pharmaciens. Les médecins généralistes, c'est un peu plus délicat pour l'instant. Il y a que 10% de relais auprès des médecins généralistes, mais ça, c'est intrinsèquement lié aux contraintes de l'expérimentation. Mais lorsque ces contraintes, si ces contraintes sautent, formation, registre, etc. Ce sera C'est beaucoup plus plus simple simple. pour eux de reprendre la main et c'est ce qu'ils font avec tous les médicaments que on primo-prescrit à l'hôpital d'ailleurs, hein. Voilà, donc c'est ça, il ne faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Donc plus de 2000 professionnels de santé impliqués, plus de 300 services hospitaliers aussi dans cette primo-prescription hospitalière, parce que ce que l'on teste en fait, c'est la primo-prescription hospitalière avec ensuite un relais possible et même souhaité au final auprès du médecin traitant du patient et avec une possibilité aussi d'être dispensé directement auprès du pharmacien d'officine ou de passer par la pharmacie à usage intérieur qui elle a un peu de stock, donc parfois c'est plus facile
avoir le traitement un peu plus rapidement, mais les pharmaciens d'officine ont été livrés quand même assez rapidement, généralement en 2 jours, parfois 3, ils ont le traitement. Donc on n'est pas sur les médicaments d'urgence, donc ça pose pas de difficulté. Pour dire aussi que il y a eu des évolutions parce que ces médicaments-là qui étaient initialement tous considérés comme relevant de la réglementation des stupéfiants, Mhm. donc ordonnance sécurisée, non renouvelable, maximum 28 jours, etc. Une partie d'entre eux ont basculé sur les substances vénéneuses, c'est-à-dire ce sont des médicaments contenant, j'allais dire exclusivement, presque exclusivement du CBD, hein, en tout cas à moins de 0,3% de THC. Ça a été une évolution qu'on a vue à la fin de la deuxième année, début de troisième année. Les médicaments CBD relèveraient de la réglementation des substances vénéneuses. Je dis relèveraient parce que je ne sais pas comment ça évoluera, mais actuellement, et ceux qui contiennent plus de 0,3% de THC resteraient dans la catégorie des stupéfiants, Mhm. comme la morphine, comme l'oxycodone, comme par exemple le fentanyl, la méthadone, enfin, etc. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose ça s'est quand même plutôt bien passé. En un mot, juste pour revenir sur la douleur neuropathique, parce que c'est l'indication numéro une, donc c'est celle sur laquelle on a plus de données. La majorité des patients, plus de deux tiers des patients ont du THC et parfois, et plus ou moins du CBD associé. Donc, dans des proportions variables, mais plus de la moitié des patients, environ 70%, ont du THC pour pouvoir obtenir un soulagement, associé ou non à du CBD. La stabilisation du traitement, elle se fait en 1 à 3 mois, ça dépend de la posologie à atteindre et ça dépend des produits qu'il va falloir utiliser. Alors, on a initialement la formation dit il faut commencer par le CBD pour un peu tout le monde, et puis après on passe au THC. Ça pourra peut-être se rediscuter, parce qu'en réalité, on voit bien que le THC me semble avoir un rôle plus important chez Sur les les patients douleurs. qui sont soulagés que le CBD. Je dis pas que le CBD n'a pas d'effet, mais c'est quand même plus significatif avec le THC qu'avec le CBD. D'ailleurs, on a pu constater, là, c'est de l'expérience que je vous rapporte, pas de la science pure, mais dure en tout cas, mais lorsqu'on a eu des ruptures de stock sur le CBD, les patients ont continué avec le THC et une partie d'entre eux continuent d'être plutôt bien soulagés. Voilà. Donc, c'est plutôt rassurant, enfin, c'est rassurant. Ça veut dire que c'est le THC qui probablement a un rôle important dans cette indication-là, en tout cas. Ces patients-là qui ont des douleurs neuropathiques, vous en avez environ un tiers, enfin plus de 30% en tout cas, qui rapportent une amélioration de leur état de santé et une amélioration qui est stable dans le temps, leur état de santé global, hein, c'est un critère de qualité de vie. Et vous en avez un tiers à 50% qui rapportent une amélioration importante à très importante de leur douleur neuropathique, voilà, de ce que l'on cherche à soulager. Euh, 50%, c'est plutôt chez les patients qui ont effectivement qui sont traités depuis le plus longtemps possible, depuis 12, 18 mois. Donc, ceux chez qui ça marche mieux, vous avez quand même 50% qui apportent une amélioration importante à très importante. Il y en a bien sûr chez qui ça ne marche pas, et je l'ai dit, hein, ils quittent environ 10 à 20%, il n'y a pas d'amélioration. Voilà. On a même eu quelques aggravations, mais 10 à 20%, mais ceux-là, généralement, ils quittent l'expérimentation, ils arrêtent le traitement, comme on le fait pour. Ce qui, au regard de traitement de manière générale, est quelque chose d'assez cohérent, je veux dire, sans rentrer directement sur Ouais. ça. Oui, 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 on est dans des chiffres assez cohérents, puis ça retrouve à peu près les chiffres qu'on a observés dans des études publiées dans la littérature internationale. Alors, bien sûr, c'est pas une étude versus placebo, donc je peux pas vous dire que, voilà, toujours, hein, c'est une cohorte, c'est pas le placebo, on n'est pas en aveugle, le patient sait ce qu'il prend, je sais ce que je lui prescris. Donc, c'est pas le plus haut niveau de preuve, on a dit, hein, mais ça fait partie des niveaux de preuve qu'on peut utiliser quand même, enfin, en tout cas, qu'on peut discuter. Les patients en début de traitement sur cette douleur neuropathique, vous en aviez 80% qui rapportaient avoir une douleur forte et insupportable. Hmm. Et en fait, chez ceux qui ont conservé le traitement, eh bien, vous en avez plus que 30 à 40% en fait, qui finissent par avoir une douleur forte et insupportable, qui n'est pas toujours quotidienne d'ailleurs, hein, ça peut être des pics douloureux. Mais on voit qu'on a une chute importante de la proportion de patients qui rapportent une douleur forte et insupportable. Donc, avec tous les impacts que ça va avoir ensuite sur le sommeil, sur l'activité quotidienne, sur l'humeur, sur l'anxiété, Sur la qualité de vie de manière générale. Ouais. la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Voilà, Hmm. donc ça, c'était un peu je voulais un peu vous balayer ça, parce que ça veut dire que ce qu'on avait observé au bout d'un an semble se poursuivre à 1 an et demi, à 2 ans chez nos patients. Voilà, ceux qui conservent le traitement continuent d'aller bien. Des données rassurantes aussi sur les effets indésirables. Il y a des effets indésirables, bien sûr, mais des effets indésirables attendus. Euh,
Le numéro un sont des effets indésirables sur le système nerveux central, avec notamment un peu de somnolence, des effets sédatifs, qu'on a aussi bien d'ailleurs avec le THC, bien sûr, mais on peut les avoir avec du CBD aussi. Voilà, alors après, il suffit de diminuer la posologie, enfin, on peut, voilà, c'est des effets réversibles, bien sûr. Les deuxièmes catégories d'effets indésirables sont les effets digestifs, gastro-intestinaux, et puis la troisième, c'est les effets psychiatriques, avec en numéro un, une accentuation de l'anxiété. Hein, ça peut être effectivement des crises anxieuses, de l'angoisse. C'est assez connu, c'est connu avec le THC notamment. Hein, Ils sont dans la littérature, ouais, c'est pas voilà, nouveau. donc ça c'est connu, c'est les trois grandes classes d'effets indésirables. Après, vous avez les effets indésirables généraux, un peu de fatigue, etc. Là, ça c'est plutôt rassurant parce que c'était connu, on n'a rien trouvé de plus, c'est les cas graves. Les cas graves, c'est les cas où vous avez des hospices, voire ça peut aller jusqu'à des décès, où là vous avez effectivement nécessité d'arrêter le traitement, etc. Ils sont dans une proportion qui est plutôt raisonnable, euh, et donc on n'a pas tant de cas graves que ça, on en a bien sûr. Et enfin, concernant les cas relatifs aux problématiques de pharmacodépendance, qui sont évidemment un sujet attendu, voilà, eh bien, là aussi, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que dans un cadre médical, aux posologies où nous on les utilise, qui sont souvent inférieures aux posologies de THC recherchées et consommées pour un cadre non médical, eh bien, on n'a pas observé dans ces 2 années et demie, de cas d'abus, de dépendance, de mésusage, d'usage non conventionnel, de mésusage, etc. Donc c'est plutôt rassurant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, bien sûr. Euh, il peut toujours y en avoir, mais en Ouais. tout cas, sur cette étude-là, on n'en a pas observé. Et pendant 2 ans, quand même, on avait un système de déclaration informatisé des effets indésirables, ce qui veut dire que euh, on n'allait pas à l'exhaustivité, mais on tendait vers l'exhaustivité. Et donc, ça veut dire qu'on aurait quand même pu repérer ces choses-là. Donc, c'est plutôt rassurant. En tout cas, ça vient un peu balayer certains fantasmes autour de ce cannabis médical ou de ces cannabinoïdes médicaux et des risques qui leur seraient associés ou que certains leur C'est prêtent. aussi, voilà, c'est aussi l'intérêt de l'expérimentation, c'est que on a déjà une première ébauche de ce que donnerait une généralisation grâce à cette expérimentation. Et d'ailleurs, Bien le sûr, but de l'expérimentation, c'était pas de tester la validité thérapeutique du cannabis médical, hein, comme vous non. l'avez dit. Donc, et justement, pour aller peut-être plus sur un sujet tourné vers l'avenir, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous travaillez, notamment dans le cadre de votre rôle de président du CST, beaucoup avec la NSM et la DGS, qui ont quand même largement travaillé et contribué à l'avancement, je dirais, du potentiel d'une future ébauche, d'une généralisation. Aujourd'hui, je dirais, la balle est un peu dans le camp des politiques. Et qu'est-ce que vous leur demandez, ou en tout cas comment vous voyez les choses par rapport à cette généralisation qu'on espère pour cette année, sachant que je pense concrètement que toute prolongation de l'expérimentation signerait l'arrêt du cannabis thérapeutique en France. Oui, bah, enfin, moi, le mot-clé ou l'objectif principal en termes de réflexion, pour moi, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire euh, l'enjeu ou le combat ou l'objectif qui serait de dire ce qu'il faut, c'est entrer dans le droit commun, ce qu'il faut, c'est légaliser l'accès à ces médicaments. Oui, bien sûr, mais en fait, là, le véritable enjeu, c'est que il soit réellement accessible. Ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que légaliser avec, je ne sais pas, hein, on n'a pas les informations sur ce que va être l'arbitrage du gouvernement et l'amendement donc qu'ils vont vouloir proposer. Mais en tout cas, légaliser et tout en s'assurant que ces médicaments finalement puissent être prescrits mais difficilement et donc deviennent inaccessibles, voire encore moins accessibles que pendant l'expérimentation, bon, ce serait d'un cynisme et d'une perversion absolue vis-à-vis des patients, bien sûr. Euh, et ce serait pas, en fait, il n'y aurait pas d'accès. C'est-à-dire voilà, en fait, il y a d'autres pays qui ont fait ça. Il y a d'autres pays hein, où ils disent on a légalisé et en fait, les patients n'y ont pas accès. Donc, le sujet principal, il n'est pas, c'est de la médecine. Donc, le Ouais. sujet principal, c'est soulager la souffrance de patients qui sont en impasse thérapeutique, pour lesquels on n'a rien d'autre à proposer, et pour qui on peut avoir des produits qui, certes, ne sont pas des panacées, ça n'existe pas souvent en médecine, des panacées, mais qui, chez un certain nombre de patients, peut permettre d'améliorer significativement. Chez 20, 30, 40, 50% des patients, c'est déjà beaucoup.
Oui. Euh, et donc, pourquoi on priverait les patients de cet accès-là, à condition qu'on le fasse bien, que ce soit encadré, bien sûr, comme toute prescription, et que les produits soient de qualité pharmaceutique. Mais pour ça, il faut y avoir accès. Ça veut dire que euh, la primo-prescription hospitalière est un moyen, n'est pas l'accès le plus simple, certes, c'est vrai, mais ça permet de. C'est un choix qui a été fait de dire, comme ce sont des patients complexes, qui ont une impasse, qui ont une impasse thérapeutique, qui ont eu plein de pathologies, plein de traitements, qui ont essayé plusieurs thérapeutiques. L'idée, c'est de repasser parfois par leur centre qu'ils ont quitté depuis longtemps et de refaire un plan, un point, un bilan et de voir si finalement ce cannabis médical pourrait être une possibilité. Et puis ensuite, si on le met en place, eh bien, on repasse la main au médecin traitant qui lui gère tous les autres traitements. On passe la main directement au pharmacien d'officine. Il n'y a pas de raison que le cannabis médical reste en pharmacie hospitalière. D'ailleurs, je crois que les pharmaciens hospitaliers n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas dans le sens, non pas parce que c'est du cannabis médical, mais parce qu'ils ont tendance à vouloir basculer le plus de médicaments possible hors de la réserve hospitalière. Et ils voient pas la raison de conserver le cannabis médical. Pas de vocation. Ça représenterait potentiellement trop de patients et ils ne pourraient pas les gérer de toute façon. Et donc, l'idée, ça serait, voilà, c'est de garder cette primo-prescription hospitalière, peut-être pour garder ce niveau d'expertise pour ces patients qui ont un état de santé complexe, et pour lesquels peut-être le cannabis ou pas serait indiqué, et puis ensuite repasser la main auprès du médecin traitant et du pharmacien d'officine qui font le suivi. Parce que ce sont eux qui voient tous les traitements, c'est eux qui peuvent analyser les interactions médicamenteuses, notamment le pharmacien d'officine. Et donc, ça serait le parcours de soins idéal, C'est vrai adapté. qu'aujourd'hui, on a pas mal, enfin, la plupart des patients qui peuvent être suivis dans les structures de douleurs chroniques. Donc, il y a quand même enfin, il y a un schéma qui est envisageable, en tout cas, et qui fait du sens sur la prescription de ces produits. Et aujourd'hui, vous êtes quand même assez présent dans le débat public sur ces questions autour du cannabis médical. Qu'est-ce que vous répondez un peu, je dirais, aux opposants sur cette question? Je crois que vous avez mis en face, vous avez évoqué la question de l'accessibilité. Je pense qu'un point central, en effet, on ne peut pas avoir un cannabis thérapeutique qui est en fait réservé à en fait personne. Donc, comment est-ce que vous voyez un peu ces arguments contre le cannabis thérapeutique et qu'est-ce que vous leur répondez surtout? Euh, Parce qu'on entend parfois certains acteurs qui s'inquiètent énormément d'avoir en fait un cannabis thérapeutique on pense retrouver partout. Je pense qu'on est très loin de ce cadre-là. Mais du coup, qu'est-ce que vous leur répondez? En tout cas, comment vous envisagez ce type d'argument? Bon, d'abord, ceux qui ont ce type d'arguments qui sont issus du fantasme, des fantasmes autour de la drogue, du cannabis, etc., et qui sont vraiment des fantasmes, voire un peu parfois beaucoup d'idéologie, ces institutions ou ces personnages ne sont pas des spécialistes, très souvent du médicament eux-mêmes, ne sont pas des spécialistes de ces pathologies concernées, sont pas, voilà, ils sont parfois des spécialistes des drogues, certes, mais nous, on n'est pas en train de parler de drogue, on est en train de parler de médicaments, et ça n'a rien à voir. Heureusement que ça n'a rien à voir d'ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'il faut que chacun reste sur son terrain. Alors après, bien sûr, on ne peut pas empêcher les gens d'essayer de s'opposer parce que ça vient perturber, comme on disait, leurs fantasmes. Probablement parfois, ça vient bousculer une forme de paresse intellectuelle qui est tellement plus simple hein, de rester sur des fantasmes et des fausses croyances et des phrases toutes faites. Mais c'est un sujet sérieux, le cannabis médical, parce que c'est un sujet de soins qui concerne les patients et qui ne peut pas être euh, confié et qui ne doit pas être confié à d'autres acteurs qui ne sont pas du champ du Médical. médicament, Hmm. du médical et du médicament. Il n'y a pas de raison de considérer le cannabis médical comme autrement, enfin, de manière autre que les médicaments pour leur prescription, pour leur dispensation, pour leur surveillance. Alors ensuite, on comprend bien que euh, le titre même, cannabis médical ou thérapeutique, dessert, enfin, ou en tout cas galvanise euh, des oppositions idéologiques, évidemment, puisqu'il y a ce mot cannabis qui, on le sait, actuellement, même depuis plusieurs mois en France, devient la bête noire, y compris sur le plan politique. Mais bon, là, on parle de cannabis thérapeutique, cannabis médical. Le jour, et j'espère qu'il arrivera, où on aura accès à ces médicaments, on ne dira pas aux patients, je prescris du cannabis médical. Quand je prescris du tramadol ou de la morphine, je dis aux patients, je prescris du tramadol ou de la morphine, je lui explique ce que c'est, mais je ne dis pas, je prescris de l'opioïde médical.
Ouais. D'accord? Donc là, c'est parce que il y a une facilité. C'est simplement une nouvelle réponse thérapeutique possible Oui, avec les cycles. exactement. Donc, c'est une famille de traitements, de médicaments qui sont composés de THC, de CBD. Enfin, en tout cas, on les gère en fonction de leur concentration en THC, CBD et ou CBD. Et c'est ça qu'on prescrit à nos patients. Quand on fait des ordonnances, on prescrit tant de THC, tant de CBD. Mm. Voilà. Et alors, bon, ceux qui s'opposent, voilà, ils s'opposent, ils ont le droit de s'opposer. Je pense que une partie d'entre eux ne sont pas légitimes pour s'opposer à ça, parce qu'on parle de médicaments. Euh, Ils véhiculent aussi des fausses croyances, et ça, c'est pas très très sérieux hein, de leur part, hein, des croyances sur les intoxications pédiatriques avec les médicaments à base de cannabis. Enfin, les premières causes d'intoxication en France, c'est les médicaments, hein, et ça sera pas le cannabis au final, ça c'est sûr. Ils véhiculent de faux problèmes concernant la conduite automobile, et le cannabis thérapeutique ou médical il sera régulé comme le sont déjà tous les autres stupéfiants. Comme tous autres médicaments stupéfiants, il ne sera pas à part. Bien sûr, ça pose des problèmes à ceux qui veulent contrôler parce qu'ils ne sauront pas d'où il vient ce cannabis. Une fois qu'ils l'auront contrôlé dans la salive. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est C'est à pas eux. le problème des, C'est des pas notre patients. problème du médical, en fait. C'est pas parce qu'ils sont dans une incapacité à contrôler les choses qu'ils doivent pour autant empêcher l'arrivée d'un médicament pour soigner ou soulager les personnes. Ouais. Euh, voilà, donc on nous dit aussi que il faut éviter une crise, faute de crise des opioïdes, il faut éviter une crise du cannabis en France. On croit qu'ils ont raté deux, trois étapes concernant l'épidémiologie de consommation du cannabis en France, quoi. Et que Ouais. le cannabis médical ne pourra jamais avoir la prétention d'envahir le marché du cannabis récréatif. C'est déjà fait, hein, voilà. Et Ouais. donc, enfin, tout Mm. ça, Important de garder. c'est des faux arguments, mais qui malheureusement peuvent être, on peut imaginer, entendus en haut lieu par des personnes qui connaissent pas les dossiers, et on peut pas leur reprocher de pas connaître les dossiers en détail d'ailleurs. Donc voilà, Beaucoup de pédagogie il et faut je faire de la pense. pédagogie. On a en face, on a une opposition qui est pas toujours rationnelle, qui est même parfois irrationnelle, qui est parfois idéologique. Et nous, notre devoir, c'est de rester dans le sérieux, dans le scientifique et dans le rationnel. C'est pas toujours très simple. C'est comme quand vous combattez les gens anti-vaccins. C'est comme quand vous êtes face à des gens qui vous disent que la Terre est plate. C'est toujours à vous d'apporter la preuve, jamais à eux. Eh bien, Ouais. c'est pareil dans cette situation-là. Donc, il faut qu'on continue à convaincre et à être sérieux dans ce que l'on dit, dans ce que l'on veut faire. Et bah, écoutez, merci en tout cas pour cette réponse. Alors,